Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de continuer la lecture de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne, qui était le fils de riches paysans de Lyon. C'est aussi un écrivain français au lourd passif, puisqu'il commença donc typographe à Auxerre et Dijon, puis s'installa à Paris où il commença donc à écrire. Il a une vie sentimentale un peu compliqué et est sans doute indicateur de police selon quelques biographes et également soupçonné d'être l'espion du roi à un certain moment. Il fait paraître de très nombreux ouvrages touchant à des genres différents, du roman érotique en passant par la biographie dans La vie de mon père. Il a également écrit des pièces de théâtre qui n'ont jamais été joué malheureusement. Il écrit aussi de nombreux textes pour réformer la marche du monde, un bonhomme engagé. Cependant, l'œuvre majeure de Rétif de la Bretonne est sa vaste autobiographie, Monsieur Nicolas. En 1789, il est arrêté, accusé d'être espion du roi sur dénonciation doge. En 1795, ruiné par la chute de l'assignat et l'écriture le faisant à peine vivre, la Convention lui octroie 2000 francs sur la somme allouée par le gouvernement aux hommes de lettres dans le besoin. Il n'aura de cesse d'avoir le soutien de Fanny de Beauharnais qui se démènera pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, il mourra dans la maladie qui ne lui permettait plus de marcher et d'écrire, mais également dans le besoin. Il sollicitera plusieurs personnes afin de le secourir et malheureusement, il ne s'en sortira pas. Il a même sollicité le ministre de la Justice, Claude Ambroise Régnier, à l'époque, en lui disant « Il fait froid et je n'ai pas de quoi me chauffer ». On lui accorde à ce moment-là un secours de 50 francs qu'il ne reçoit que quelques mois plus tard. Après une nouvelle demande à l'attention de Louis Bonaparte en début 1805, il meurt malheureusement dans la misère, donc en 1806 à Paris. Nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Nous allons continuer la lecture, cette lecture qui se veut un poil érotique, qui parle évidemment qui parle d'une paysanne qui se sent pervertie par un homme et qui remet en cause donc les hommes en disant à ses amis, en écrivant des lettres, leur disant qu'il faut s'en méfier gravement. Voilà, donc c'est le discours de frères, sœurs, d'amis de cette jeune fille et de son violeur, on va dire, les remises en question de ces deux personnes à travers des lettres. Voilà. Lettre XL. Ursula Fanchon. Elle raconte son malheur à ma femme et en reconnaît la cause. Ensuite, elle met son âme à nu, disant ce qu'elle a tu dans la lettre alors. 10 novembre. C'est entre la mort et la vie que je t'écris, chère sœur. Mais je crois pourtant que je suis mieux. Du moins, j'ai plus de courage. Quel triste sort m'attendait à Paris et quel a été le terme de mes trop mondaines espérances. J'ai perdu ce qu'on ne recouvre jamais. Et j'envie le sort de ces filles que je regardais comme bien au-dessous de moi, mais qui sont à présent au-dessus. Elles ont l'honneur, et je ne l'ai plus. On a beau me dire que la violence faite à Tamar, ne lui ôta pas moins sa qualité de fille, et l'infortunée passa ses jours dans la honte et dans la douleur. Cher ami, je ne veux pas que tu saches mes malheurs par d'autres que par moi. On pourrait te les affaiblir en te les racontant. Je veux te les peindre tels qu'ils me sont arrivés. Ils sont une punition du ciel. Si je n'avais rien écouté, si je n'avais pas souri au crime, aurait-il jamais osé porter la main sur moi?
Tu le sais, je ménageais le marquis. J'ai fait la faute de lui répondre par écrit, de lui parler. On ne se doute pas ici des torts que j'ai eus, mais je les sais, moi, et ils ont toujours été l'une des causes de mon désespoir. Bien plus, j'étais avertie que l'odieux marquis devait entreprendre quelque chose contre moi dans la journée. Et mon cœur s'est gonflé d'orgueil. J'ai eu la vanité de me considérer d'avance comme une héroïne enlevée, qui n'aurait qu'à dire un mot pour se faire obéir par son ravisseur. Je n'ai rien craint, rien redouté. Je me croyais trop adorée pour qu'on osât entreprendre quelque chose qui peut me déplaire. J'ai été plus loin, j'ai bravé un serrement de cœur que j'éprouvais depuis 2 jours et qui s'était augmenté depuis la soirée des échelles de corde dont je t'ai parlé. Que je suis punie de ma vanité sotte et de mon imprudent orgueil. Tu vas en juger par mon récit. Tu sais, ma chère sœur, que j'étais dans une situation singulière lorsque je t'écrivis ma dernière lettre, précisément la veille de mon malheur. Je ne crois pas au pressentiment. D'ailleurs, mes inquiétudes avaient pour objet 2 autres personnes au sujet desquelles je ne suis guère tranquillisée. Je t'en dirai 2 mots en finissant. Nous partîmes de bonne heure pour aller à la promenade à cause du beau temps. Je ne m'étais jamais senti tant de vanité ce jour-là. Pas un homme qui ne s'arrêta pour nous regarder, mademoiselle Fanchette et moi, et qui ne nous adressa des choses gracieuses. J'ai payé cher ce plaisir frivole. Le marquis nous suivait, et sans doute il fut témoin de cette admiration qu'on nous marquait. Peut-être hâta-t-elle l'exécution de son dessein, en donnant plus d'activité à sa criminelle passion. À notre retour, il m'enleva. Je ne voulus ni crier, ni me défendre. Je n'avais même aucune frayeur, mais je m'aperçus bientôt que j'avais affaire à de vils agents qui exécutaient leurs ordres en automate. L'état gênant où ils me mirent, en me couvrant la bouche et même les yeux, me fit évanouir. Je revins à moi chez le marquis. Il se présenta en riant. Je le traitai comme il convenait à une femme outragée qui parle à un homme dont elle se croit la maîtresse adorée. J'exigeai qu'il punît ses agents. Il les a effectivement punis de la manière la plus complète, à ce qu'il me paraît. Mais je me fis tort par là. Il crut m'avoir satisfaite. Et lorsque j'exigeai ma liberté, je reconnus que les hommes ne nous sont pas aussi soumis, malgré leur adulation. Qu'il tâche de nous le persuader. Je ne fus pas obéie, à beaucoup près. Je te l'avouerai, je m'abaissai aux prières les plus humbles, jusqu'à promettre d'écouter ses vœux, s'il voulait me rendre à Madame Canon. Je vis dans ses yeux qu'il avait d'autres desseins. Une frayeur puérile succéda aussitôt à mon excès d'audace. Je m'évanouis. L'infâme, c'est le nom qu'il mérite, m'a dit ensuite qu'il croyait que je l'avais fait exprès. Il abusa de ma triste situation pour satisfaire sa brutalité. J'étais entre la mort et la vie, car j'avais une connaissance confuse de ce qui se passait. Je voulais m'écrier, et je sentais que ma langue était liée. Enfin, je repris connaissance. Mon premier mouvement fut de le déchirer. Je fis un effort qui épuisa mes forces, ou plutôt qui me montra que je n'en avais plus. Il est impossible d'exprimer à combien d'indignité je fus exposée dans cette triste situation. Le malheureux agissait comme si j'eusse été sa complice. J'entendais ses expressions et ma langue ne pouvait se délier pour le démentir. Mais l'excès de mon désespoir le toucha enfin, ou le rebuta, je ne sais lequel. Il passa dans une autre pièce et il dit tout haut à 2 femmes « La honte de notre sexe !» qui le servent dans ses débauches. Voyez donc ce qu'elle a. Je crois en vérité qu'elle est réellement évanouie. Elles le regardèrent en ricanant et elles vinrent auprès de moi. Je les voyais, je les entendais, mais je ne pouvais leur parler. L'une me tâta le pouls et elle fit à l'autre un signe alarmant. Elle se meurt, ceci est sérieux. Il faut le dire à monsieur. Celle à qui l'on parlait se prit à rire, en répondant une chose très grossière. Elle alla trouver le marquis. Il revint.
Je crus qu'il allait insulter à mon malheur, mais il fit un geste de désespoir et il leur dit « Ne négligez rien. Adieu, si j'étais assez malheureux pour causer sa mort, je ne me le pardonnerai jamais. » « Bon, » répondit la plus méchante des deux femmes, « c'est une bégueule. Est-ce qu'on meurt de ces choses-là ?» Le marquis la fit taire et on me laissa tranquille par l'ordre d'un médecin qui ne m'aborda que les yeux bandés. Je crois, mais je n'en suis pas absolument sûre à présent. Les femmes me forcèrent, par toutes sortes de moyens, à prendre ce qui m'était ordonné. J'avais une si grande frayeur du marquis que dès qu'on prononçait son nom, je tressaillais. Elles s'en aperçurent. Et elles employèrent ce moyen pour m'obliger à recevoir tout ce qu'elles me présentaient. La menace de faire entrer le marquis m'eût fait avaler du poison. Je me remis un peu. Lorsqu'on vit que j'avais recouvré toute ma connaissance, on me présenta une lettre du marquis, que je rejetai avec indignation. « Lisez sa lettre, » me dit une des femmes, « où il va paraître lui-même. » Je lus donc cette odieuse lettre que j'ai retrouvée dans mes poches et que je t'envoie. Lettre du marquis à Ursule. L'amant le plus tendre et le plus respectueux, malgré les apparences contraires, obtiendra-t-il que vous vouliez le voir un instant, mademoiselle? Il ne prétend que vous rassurer sur les étranges idées que vous avez prises de lui et de sa conduite avec vous. Votre situation me met au désespoir. Je n'aurais jamais pensé qu'une fille aussi raisonnable puisse abandonner à des frayeurs, assez vives, pour la mettre à 2 doigts du tombeau. Et comme si ce n'était pas assez de ces peines trop réelles, les chimères que son imagination lui en fournisse, de plus cruelles encore. Quoi? Vous avez pensé? Mais non, vous ne l'avez pas cru. Et les reproches que vous m'avez faits étaient une suite de délires. Vous êtes, mademoiselle, telle que vous êtes entrée chez moi, rassurez-vous, et ne croyez pas à des attentats qui n'ont eu de réalité que dans votre imagination. C'est pour vous tranquilliser là-dessus, connaissant toute votre délicatesse, que je prends la liberté de vous écrire. L'horreur que je vous inspire, d'après ces idées fausses, ces rêves que vous croyez des réalités, m'empêche de me présenter devant vous. Mais une fois désabusée, votre santé assez fortifiée pour qu'on puisse vous transporter sans danger, moi-même j'irai prendre vos ordres pour vous ramener chez votre gouvernante et m'exposer à tout ce que la colère pourra lui suggérer. Voilà, mademoiselle, votre vraie situation et mes véritables dispositions. Je suis, avec le plus profond respect et le dévouement le plus absolu, votre, etc. Quelle bande de mythos, hein. On me demandait une réponse à cette lettre, ou plutôt on l'exigeait. Mais malgré tous mes efforts, je ne pus parvenir à la commencer. J'étais absorbée dans mes réflexions et ma tête, encore faible, se fatiguait à tâcher de rendre vraisemblable ce que le marquis m'écrivait, ne pouvant rien débrouiller. Je trouvais plus court et plus consolant de le croire, et cette crédulité me tranquillisa beaucoup mieux que tout le reste. C'était son but, sans doute, mais l'abominable homme ne me rappelait des portes de la mort que pour m'y faire retomber par la plus indigne des brutalités. Il vint me voir, et par les respects les plus affectés, par ses regrets, par ses larmes, il me rassura davantage encore. J'allais absolument mieux le lendemain, mais le sommeil fuyait loin de mes paupières, et j'étais fort agitée. Il me proposa lui-même une potion calmante que j'acceptai. Elle me procura un profond sommeil qui ne fit que par une situation dans laquelle je ne m'étais jamais trouvée. Soit que ce fut l'effet de ce qu'on m'avait fait prendre, ou qu'elle eût une toute autre cause. En m'éveillant, le marquis était à mon égard le plus coupable des hommes. Cependant, je secondais son crime malgré moi, comme s'il y eût dans moi une autre volonté contraire à la mienne. Il a même osé depuis m'assurer que je lui avais rendu un baiser. Si je l'ai fait, mon âme n'y a point eu de part. Et cette malheureuse connivence de mes sens n'a servi qu'à redoubler mon désespoir lorsque ma raison a été revenue. Jamais il n'y eut de fureur égale à la mienne. Je voulais tuer l'infâme. J'aurais, je crois, attenté à ma propre vie si j'en avais eu la liberté. Je l'entendais qui disait, en se retirant, après m'avoir laissé entre les mains des 2 femmes, « C'est une inconcevable fille. » Ces 2 malheureuses, loin de me consoler, entreprirent de me faire honte de mon désespoir. Elles me raillèrent cruellement. Et si j'avais cru le marquis capable de penser et de parler comme elles, je ne sais que
ce que je serais devenue. Mais lorsque leurs propos eurent porté mon indignation au plus haut point, et que j'eus imposé silence aux deux créatures de la manière la plus propre à m'en faire obéir, un laquais du marquis les fit sortir de ma chambre, et j'entendis qu'il les traitait avec une sévérité réelle. Aussi ne reparurent-elles plus devant moi. Deux autres, fort jeunes et très naïves, leur furent substituées. Malgré cet adoucissement, si l'on pouvait en donner à des peines comme les miennes, j'envisageais ma situation avec désespoir. Je voyais que le marquis avait résolu de me garder pour assouvir entièrement sa passion et passer successivement avec moi de la violence aux soumissions. Comptant qu'enfin, je me ferais à mon sort, je pris le parti de ne plus rien recevoir de leurs mains qui prolongea ma vie. On me laissa d'abord assez tranquille, espérant qu'en ne me pressant pas et feignant de ne pas s'apercevoir de mon dessein, le besoin me ferait bientôt accepter sans honte ce que je n'aurais pas encore refusé. Mais la journée s'étant écoulée, on marqua de l'inquiétude. Je le voyais au mouvement qui se faisait autour de moi. Le marquis parut enfin lui-même, et sans m'approcher de trop près, il me pria de prendre quelque chose. « Je ne veux rien de vous que la mort, lui dis-je. Tout autre don qui viendra de votre part m'est odieux. » En même temps, je fis un mouvement de désespoir qui l'obligea de disparaître. Je refusai constamment, durant la nuit et le lendemain, de prendre aucune nourriture. Ce fut alors qu'il m'offrit ma liberté. Excusez-moi. Donc je vais retrouver ma phrase. Voilà, ma liberté. Cette promesse ébranla ma résolution. Je ne voulus pas avoir à me reprocher d'y avoir été insensible. J'acceptai quelque chose et je le sommai aussitôt de tenir sa parole. Mais je ne pus moi-même faire aucun mouvement sans m'évanouir, tant ma faiblesse était grande. Je vis le marquis en larmes. Il me les cachait, et ce fut ce qui me donna moins horreur pour lui. Je continuai de recevoir les secours qu'on apportait à ma situation, et je me fortifiai en quelques jours. Je fis de nouveau presser le marquis de me tenir sa parole, mais il éludait, toujours, sous quelque prétexte. Enfin, un soir, il vint auprès de mon lit, et après beaucoup d'excuses et de protestations, il me déclara qu'il n'attendait que ma convalescence pour me tenir sa parole au sujet du mariage secret qu'il m'avait proposé, qu'il me donnerait toutes les assurances d'une prompte ratification. Je rejetai son offre. Il jura pour lors que ma liberté dépendait de moi, mais à ce prix, et qu'il aimerait mieux me voir périr que d'abandonner ses espérances. Qu'il aimait mieux me voir périr que d'abandonner ses espérances. Il me tourmenta, il m'effraya même par les plus terribles menaces, du moins dans mes idées. Je fléchis, malgré moi. Nous en étions là. Et voici un secret que je n'ai révélé à personne, pas même à Madame Parangon, ni à Laure, à laquelle, dans mon premier trouble, j'ai écrit ce même récit. Quand je vis entrer un prêtre et 4 témoins. On essaya de me lever, on y parvint, en me soutenant. On me para même et on me conduisit dans une chapelle où le prêtre nous donna la bénédiction des mariés. Je dis oui, ne sachant ce que je faisais. Le marquis paraissait transporté d'autant de joie que j'avais de douleur. Je suis revenue et l'on m'a remise au lit. Il a passé la journée auprès de moi, ne souffrant pas que je reçusse aucun service que de sa main. J'en conviendrai, je me résignai à mon sort et je cherchais à prendre pour un homme que je regardais comme mon mari, les sentiments que j'allais lui devoir. Il a profité de ces dispositions qu'il a devinées dans mes regards et par un demi-sourire qui m'est échappé sur quelque chose qu'il disait, il s'est mis à genoux devant mon lit, il a pris ma main, il l'a baisée, la larme à l'œil, en me disant « Non, belle Ursule, non, ma chère femme, en me disant « Vous ne me haïssez pas, dites-moi que vous ne me haïssez pas. » Au moins, ai-je répondu, votre démarche d'aujourd'hui m'oblige-t-elle à étouffer la haine si j'en ai eu ?
Il ne m'a répondu que par des transports et me voyant assez bien disposée, il s'est mis auprès de moi, disant qu'il était mon mari et que c'était son droit. Je me suis trouvée hors d'état de lui résister. Qu'aurais-je dit? J'ai cédé et malgré ma faiblesse, il a fallu s'offrir tout ce que cet homme a voulu. Il m'a donc eu, enfin, de mon aveu. Je sentais néanmoins quelque chose qui m'inquiétait. Non que je doutasse de la vérité de mon mariage, mais j'avais une inquiétude sans motif clair. Je me demandais si ce qui venait de se passer était un songe. J'ai soupé avec lui, avec assez de tranquillité. Il allait sans doute se remettre au lit avec moi lorsque j'ai entendu un grand bruit à la porte de ma chambre. Les 2 femmes que je croyais renvoyées par le marquis sont venues lui dire que c'étaient des gens armés avec la garde. Sans se troubler, du moins en apparence, le marquis a dit d'ouvrir. Mais en même temps, il a disparu par une porte dérobée. Les 2 femmes ont ouvert et se sont évadées facilement parce que mon frère et ceux qui l'accompagnaient, n'ayant d'abord songé qu'à moi, ils leur en ont laissé tout le temps. J'ai été surprise de la conduite du marquis et j'attendais qu'il revînt pour s'expliquer. Ainsi, je n'ai pas dit un mot de mon prétendu mariage, ni à mon frère, ni à M. Godet. Mais ce dernier, m'ayant demandé si le mariage secret était fait, sur ma réponse affirmative, il m'a recommandé de garder le silence là-dessus, en me disant « J'ai des raisons pour croire que c'est un faux mariage, qui d'ailleurs ne vaudrait absolument rien quand ça aurait été un véritable prêtre. Mais je m'en informerai et je tiendrai le marquis par là, mieux que si le mariage était valide. » Je me suis absolument abandonnée à la conduite de l'ami de mon frère, surtout quand j'ai su que c'était lui qui avait découvert ma prison et obtenu les ordres pour m'en tirer. Je ne te déguise rien, ma chère sœur, mais je te demande le plus profond secret. Je me trouve dans une si étrange conjoncture que je n'ose ni parler, ni louer, ni blâmer personne. Pour que cette conduite ne fasse pas une impression défavorable pour moi, je feins d'être plus absorbée que je ne la suis. Je redoute d'ailleurs la colère d'Edmond et les dangers où elle peut l'exposer, ainsi que nos chers parents, sur qui le contre-coup de son imprudence retomberait. Je lui dissimule autant qu'il est en moi les torts du marquis. Et si je l'avais pu, il aurait ignoré tout ce qui s'est passé dans l'intérieur de la petite maison. Pour M. Godet, c'est la prudence même. Je suis instruite de toute sa conduite, parce qu'on en parle à côté de moi, dans des temps où l'on me croit assoupi. Elle est très adroite. Et il me dédommage au moins par tous les moyens possibles, car il serait bien honteux et bien désespérant de n'être venu à Paris que pour être la victime d'une brutalité sans que rien compensât la perte irréparable que j'ai faite. J'apprends que j'ai 15 000 livres de rente. Je n'oublierai jamais ce service que je dois à M. Godet, et ma douleur toute vive qu'elle est ne me rend pas insensible au bien qu'il m'a procuré. Si je m'étais vendue, et que ce fût le prix de mon innocence, j'en aurais honte. Et si nos chers parents ni vous ne pourriez me revoir, et ni nos chers parents, ni vous ne pourriez me revoir. Mais ce ne sont que des réparations trop méritées, malheureusement. On peut dire que cet homme est un ami essentiel, tandis que les autres parlent. Il agit et va droit au but. Car si désormais je suis réellement l'épouse du marquis, ou si le conseiller, ignorant ce qui s'est passé à l'enlèvement près, se détermine jamais à conclure, je crois que ma dot aidera beaucoup à les décider l'un et l'autre. Monsieur Godet m'a fait entendre qu'il avait eu ce double motif en vue. Vrai, cet homme-là est à tout. Et s'il avait entrepris de me faire duchesse avant mon accident, je crois qu'il y aurait aisément réussi. C'est ce qui fait que dans tous nos entretiens particuliers, je recommande à mon frère de se tenir attaché à Monsieur Godet, quoi qu'on lui dise, sa conduite le regarde. Mais ses services nous obligent. Il est capable d'en rendre de toute espèce et nous lui devons infiniment de reconnaissance. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma 4e, je crois, partie de lecture de ce livre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas, comme mon cher ami Daniel qui vient de m'envoyer une lettre, à m'envoyer des petites citations intéressantes que je pourrais lire donc à la conclusion de chaque lecture. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'oubliez pas le hashtag VBN.